Oh oui, atterrissage pas très en douceur, j'avais un peu l'épaule en vrac, et ben ça va pas être... Je sais ce qu'il y en a qui se disent, à votre âge, monsieur Afri, vous devriez éviter de faire le kamikaze. Ça pourrait vous coûter une épaule ou quelque chose d'autre. Mais bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien. On se retrouve pour ce vendredi de cours en vidéo. Le cours qui s'annonce fascinant, je vous le promets. Nous avons vu en début de semaine les petits secrets évidemment de la République romaine. Nous allons maintenant nous attacher à ce qui a fait, c'est l'instrument de la conquête, quasiment invincible sur tous les terrains de bataille du monde à cette époque-là, l'armée romaine et ses fameux légionnaires. Je vous avais demandé pour aujourd'hui de travailler sur un petit légionnaire avec son équipement et sur des questions sur le film Gladiator. Allez, vous êtes prêts pour un cours en vidéo fascinant, une plongée dans l'histoire romaine? Et c'est parti. Oh, c'est plus de mon âge, moi je vous le dis. C'est vrai que c'est une armée qui est quasiment imbattable, invincible. Elle va quasiment battre tous ses adversaires. Alors, dans la fiche, il y avait quelques questions auxquelles vous devez répondre. J'espère que vous l'avez fait. Qui commence le combat dans l'armée romaine? Qui initie le combat? Vous l'avez vu? L'artillerie. On n'y pense pas assez quand on pense à l'armée romaine, on pense aux légionnaires, etc. Mais l'artillerie est très importante, avec les balistes, c'est vrai, et les fameuses catapultes. D'abord, on catapulte sur l'ennemi plein de jets, de je ne sais quoi, etc. pour les affaiblir et pour casser leur ligne. Bon, évidemment, on a parlé des catapultes. Vous avez vu les balistes, cette espèce d'énorme arbalète avec des flèches géantes. On pouvait empaler et enfourcher plusieurs ennemis avec. Il y avait également beaucoup plus simple, et qui fait partie également de l'artillerie et de l'armée romaine, c'est les archers. Et les archers romains étaient parmi les plus efficaces du monde à cette époque. D'accord? Ne pas oublier les archers pour enflammer évidemment les maisons ennemies ou pour évidemment en tuer une grande partie. Et ensuite rentre en scène l'unité romaine qui joue évidemment le rôle principal dans les batailles. C'est les fantassins, c'est les légionnaires. Et puis évidemment, c'est ce qu'on appelle les centuries. 80 hommes, c'est l'unité de base, évidemment les cohortes, etc. On en parlera tout à l'heure. Donc quelle est l'unité de base? Le légionnaire, le fantassin, celui qui est à pied. D'accord? Et puis, moi j'aurais mis la centurie, évidemment. Sachez qu'à son apogée, Rome comptait presque 200 légions. Et on va voir tout à l'heure comment s'organisent ces choses-là. Alors, est-ce que les fantassins, les hommes à pied sont les seuls, les légionnaires? Non, vous avez vu qu'on l'oublie pas trop souvent. L'armée romaine est également organisée de cavaliers. Elle a une cavalerie importante. On voit Maximus qui prend à revers les Germains dans le film. 120 à peu près cavaliers par légion environ, qui sont des troupes qui peuvent entourer et encercler l'ennemi, les attaquer par derrière. Des troupes qui peuvent contourner les blocs ennemis. Et ça, c'est important, même si on en parle très peu finalement de la cavalerie dans l'armée romaine. Vous avez également l'artillerie, et je vous l'ai dit, très important. Balistes, catapultes et les archers pour éclaircir et tuer le maximum d'ennemis avant que les légions se mettent en route. 5. Alors comment vous apparaît cet équipement? Est-ce qu'il y a des difficultés un peu comme les armures au Moyen-Âge pour se mouvoir et pour combattre? Vous avez vu, non, c'est très flexible, c'est véritablement quelque chose de super adapté au combat. Avant de remplir la petite fiche justement sur cet équipement qui fait la force du légionnaire, on va voir ce petit film qui vous retrace un petit peu tout le barda, tout l'équipement du légionnaire. C'est parti. Équipé. Armes, uniformes, rien n'est laissé au hasard. Voici le légionnaire avec tout son paquetage, un paquetage qui représente environ 45 kilos. Il est défendu ici par un casque avec un couvre-nuque et puis des protège-joues qui dégagent les oreilles pour qu'il puisse écouter les ordres. Ce casque est d'ailleurs d'origine gauloise. Les Romains ont emprunté la majorité de leur armement à leurs adversaires, comme le glaive, d'origine espagnole, une épée courte en acier tranchant et très solide,
devenue l'arme réglementaire du légionnaire. Il est aussi équipé d'une cuirasse articulée faite de bandes d'acier montées sur des brides en cuir. Et certains soldats possèdent même un poignard richement ouvragé. Ils témoignent de leur richesse. Autre pièce essentielle de l'équipement des soldats, des sandales de cuir, les fameuses Caligae. Des chaussures à toute épreuve et pour cause, les légionnaires marchent couramment de 25 à 30 km par jour. Ce sont des chaussures de cuir tressées, très solides. On a le droit à une paire par an. Malgré tout, certains légionnaires les gardent toute leur vie. Elles sont cloutées en dessous, mais on perd régulièrement des clous, ce qui fait qu'on est régulièrement puni, car on doit en trouver par tous les moyens. Avec ses amis, René Kuben a poussé le détail jusqu'à reconstituer le bagage personnel d'un légionnaire romain. Surprenant. Les petites serpettes avec lesquelles il va ramasser du blé, ici les couteaux à viande. Et là, il a toutes ses affaires personnelles, à commencer par des jeux. Là, des jeux où on fait avancer des jetons, l'éponge pour se laver, ce qu'on appelle un strigile, avec lequel le soir il enlève la sueur et la poussière sur sa peau. La petite trousse de toilette dans laquelle nous avons le rasoir. Voilà, des rasoirs. Il a son rasoir qui est ici. Et puis, il a des choses que nous connaissons bien. Il a, par exemple, une trousse de manucure pour enlever les échardes. Ici, pour se nettoyer les ongles. Et ici encore, pour se curer les oreilles. C'est quelqu'un de très soigné. Puis, il a ici, pour le courrier, des tablettes de cire. Et il peut graver, bien sûr, sur la cire. Voilà. Ah, vous avez vu, il est très bien équipé, le légionnaire. Maintenant, on va pouvoir aller sur le petit bonhomme qui est à côté pour pouvoir remplir, évidemment, son équipement. Vous avez vu, comme armement, il a quoi? Bon, il a un casque sur la tête. Alors, mettez casque, s'il n'y a pas une flèche, vous la rajoutez. Hein, ce casque est d'origine... il est d'origine gauloise. On l'a en classe de 6e 2. Je vous l'amènerai peut-être en classe si on a l'occasion de se voir. C'est dommage, je ne l'ai pas là. On a longtemps représenté les Gaulois avec des petites plumes sur la tête, là, des petites ailettes. C'est n'importe quoi, Astérix par exemple. C'est les cache-joues qu'avait le casque romain. Voilà à quoi ça ressemble un casque romain. Un cache-joue, et quand on le lève, évidemment, ça fait comme si on avait des... Donc les Gaulois, on a longtemps pensé qu'ils avaient des ailes sur leur casque. N'importe quoi, il n'y a pas de cornes non plus. Ça c'est les Vikings, et encore je crois que c'est même pas vrai. Bon, tant pis, ça c'est le cinéma, voilà, un petit peu à quoi pouvaient ressembler ces casques romains. Le casque est important, d'accord? Vous l'avez mis? Un casque, ok. Il a ensuite des armes pour attaquer, des armes offensives. Il a d'abord, ce qu'on oublie trop souvent, le javelot, d'accord, qu'on appelle pilum. C'est ce qu'on jette au début de la bataille, et un gros entraînement à faire, un bon javelot qu'on jette au début de la bataille. Le pilum, voilà, notez-le. Vous avez également, une fois qu'on a jeté son pilum, on sort son glaive, qui lui est d'origine espagnole. Le pilum, on pense qu'il est peut-être d'origine grecque, vous vous rappelez, eux aussi avaient des javelots. Donc glaive d'origine espagnole, et là c'est le corps à corps évidemment, avec un armement qui est à la fois défensif et offensif, c'est le bouclier romain. Vous avez vu, il ne ressemble pas à l'oplon rond des Grecs, il est carrément beaucoup plus haut pour protéger complètement le légionnaire. Et ce bouclier, on s'en sert comment? On s'en sert dans différentes tactiques. Il est l'arme absolue, il est celle qui permet toutes les tactiques. Comme celle-là. Le combat rapproché. Rien à voir avec les duels d'escrime que l'on voit dans les péplums. L'arme essentielle du légionnaire, c'est son bouclier. Grâce à lui, le soldat romain avance bien protégé au contact de l'ennemi. Pour les Romains, la victoire ne repose pas sur l'héroïsme individuel, mais sur une manœuvre collective parfaitement exécutée. Quand vous percutez, vous écrasez le genou, vous tendez bien la jambe arrière de façon à bien amortir le choc. Vous passez sous le bouclier, petit coup, la lame doit rentrer de 5 cm, pas plus, sinon vous ne pouvez pas retirer l'arme. Bon, la plus célèbre de ces tactiques, celle que tout le monde connaît à travers les films, etc., ou les bandes dessinées, c'est celle de la tortue, évidemment. C'est comme ça qu'on la voit. En formation! Tortue! Formation tortue! C'est pas une tortue.
mais d'un point de vue militaire, c'est ce qu'on appelle la formation de la tortue. D'un point de vue militaire. Mais d'un point de vue animalier, une tortue, c'est rond, ça a 4 petites pattes et ça a une horrible vilaine tête. Ça, tout le temps. Alors je veux d'un point de vue animalier. Formation de la tortue d'un point de vue animalier. Oh. Voilà. Ça, c'est une tortue. J'adore Poulvord, il est exceptionnel et c'est vrai que bon, alors, à travers ce Astérix et cette vision un petit peu humoristique de l'armée romaine, la tortue a beaucoup fait fantasmer. Sachez que on l'utilise pas vraiment sur les champs de bataille, encore que quand l'ennemi tire ses flèches, ça peut servir, mais c'est surtout lors des sièges des villes, ce qui permet aux troupes d'avancer à terrain couvert et de ne pas prendre les pierres ou les flèches que ceux qui sont dans la cité ou sur les murailles peuvent vous balancer dessus. C'est comme ça qu'on utilise la tortue, principalement. C'est l'une des armes majeures de l'armée romaine. Et grâce à leurs boucliers, qui ne sont pas ronds, ça permet évidemment d'avoir quasiment aucun soldat qui n'est pas protégé. Eh oui, la fameuse tortue. On en termine avec l'équipement, une cuirasse, et puis peut-être ce qui est peut-être le plus important, et qu'on y pense rarement finalement, c'est ce qu'il a au pied, les fameuses caligae. Dans le film, vous avez vu, on en parle. S'ils perdent un clou, ils peuvent être évidemment punis et autres. Pourquoi je vous dis que c'est important? Puisque ce qui fait la force des légions romaines, c'est leur mobilité. On dit que toutes les routes mènent à Rome. Si on a construit autant de routes finalement dans l'Empire romain, c'est pour que les légions puissent circuler beaucoup plus facilement. Elles sont à pied. Et il faut bien, quand on marche des heures dans la journée, avoir de bonnes chaussures. Une cadence de marche, pour vous donner un exemple, c'est 5 km/h. Au bout de 5 km/h, on s'arrête 10 minutes. Et on marche 5 à 7 heures par jour. Vous imaginez que les légions romaines sont assez rapides et très flexibles. Alors, est-ce que la tactique des deux camps vous semble comparable, etc. ou l'organisation? Bah non, vous avez vu que les Germains, c'est du grand n'importe quoi, c'est le désordre, il n'y a pas de tactique. Bon, bref. Et c'est vrai que souvent, les adversaires des Romains, c'était ça. Les Romains vont les surclasser dans la tactique, dans la technique. D'accord? Notamment, je vous ai dit, la tortue, mais pas que, la conduite en ligne, on vient de le voir, etc. La tactique des Romains et ils ont réfléchi sur le champ de bataille, ils ont organisé ça un peu à l'Alexandre le Grand. César d'ailleurs avait une grande admiration pour Alexandre, c'est pas pour rien, et ces généraux véritablement étaient des fins tacticiens. C'est ce qui fait la grande différence, l'organisation des Romains. Et dans le but d'avoir la meilleure efficacité, une légion romaine est organisée de manière très précise. L'unité de base, c'est 8 hommes. Voilà pourquoi ce sont 80 hommes qui forment une centurie sous les ordres d'un centurion, officier sorti des rangs. 2 centuries forment un manipule. 3 manipules constituent une cohorte. Et 10 cohortes forment enfin une légion, soit environ 5120 hommes. À l'apogée de sa puissance, Rome compte 25 légions comme celle-ci, soit 125 000 soldats auxquels s'ajoutent autant d'auxiliaires recrutés sur place. Un soldat s'engage à l'âge de 18-20 ans. Il va subir un examen que nous appelons probatio, l'examen probatoire, examen qui est physique et bien sûr un petit peu intellectuel. Et s'il est pris, il va faire ses classes pendant environ 2 ans avant d'intégrer une légion de marche. Et là, il a devant lui 20 à 25 ans de carrière. Et on voit que finalement, c'est une armée assez soudée, une armée très organisée. Et puis, on va voir la question suivante, c'était qu'est-ce qui fait la force de cette armée? Alors, la tactique, c'est vrai, l'organisation et la discipline, c'est sûr, l'ordre aussi. Sachez que pendant la bataille, les légionnaires, pour pouvoir organiser les tactiques, le centurion avait un sifflet qui permettait aux uns de revenir, de tourner, etc. On savait exactement à quoi s'en tenir, ça ressemblait un peu à ça.
Alors vous voyez que c'est un peu comme pour les phalanges, rappelez-vous, grecques, et notamment celle de 300, vous vous en rappelez, la phalange grecque avec les fameux Spartiates. Bon, c'est vrai que les boucliers carrés permettent quand même d'avoir une phalange beaucoup mieux organisée, beaucoup mieux protégée. Ils sont quasiment à hauteur d'homme, avec le casque, les jambières et le légionnaire est quasiment entièrement protégé. Ce bouclier est son arme essentielle, sa protection et sa défense en même temps. Hein. Vous aurez vu que c'est pas, ça ressemble à une cohue, ça ressemble à rien, mais c'est très organisé. C'est une poussée de bouclier. On tranche avec son épée ou son glaive, on a balancé les pylônes juste avant, donc c'est comme ça que ça se passe une bataille. Ça peut paraître complètement désorganisé, mais c'est une sorte de mêlée de rugby, très bien cadrée, très bien organisée, où on pousse avec l'adversaire avec ses boucliers, bien en ligne, bien de façon très disciplinée, et où on tue évidemment avec son épée, où on blesse généralement à la jambe ou autre, ceux qui sont derrière, clac, achève. Et oui, c'est toute une organisation, et ça demande évidemment, vous en doutez, aussi bien la technique de la tortue que celle, évidemment, de cette mêlée complètement désordonnée, qui nous semble complètement désordonnée. Ça demande un entraînement inouï, un entraînement très, très cadré. Ça se pose sur la barre, ça bloque. Ton poing à l'intérieur, voilà, tu le ramènes et tu le bloques contre toi. Ah oui, okay. Sors pas trop ton genou. Ah ouais, putain. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de force. Tu vois, je tape pas fort dans la marche. Okay. Non, c'est juste. On cherche. C'est le bizutage là, on se fait percuter, donc on nous apprend la technique de défense avec notre bouclier. Et c'est le bizutage. Ok? Il reste en haut. Armate. Principes, un passus moe te. En fait, il a 1 an de classe, le légionnaire romain. Corvus commence à mettre les hommes en fonction. Il y a 1 an pendant lequel on fait ces classes, mais ensuite au quotidien on s'entraîne. On marche, il y a de la nage, l'équitation aussi qui est imposée. Et puis bien sûr donc ces combats individuels. Pas mal ça. Ouais. Un peu derrière. Entraînement lancé de javelot. Alors on va pas tuer le l'option. Le premier jour ça tournerait mal. C'est pas grave, c'est ton gingolum. Voilà ma ceinture. Allez, on enchaîne. Bien. Les cavaliers s'exercent eux aussi. Ce sont eux qui vont attaquer les premiers. Ils vont tester les défenses adverses. Ensuite, la tactique de l'armée romaine repose sur les manœuvres des fantassins. Et les voici justement ces manœuvres. C'est grâce à elles que les Romains, pendant plusieurs siècles, ont gagné des milliers de batailles. En fait, ce sont des heures et des heures d'entraînement qui permettent à cette armée romaine, à ces légions, d'être parmi les plus fortes du monde et d'être quasiment invincibles. Hein, ça demande une coordination entre les différents hommes de la Légion, ça demande une organisation, ça demande une discipline de respecter les ordres, je vais parler du sifflet, etc. Donc des heures et des heures d'entraînement. Donc là, le légionnaire dépend complètement de son voisin de côté et de l'autre et ceux de derrière. Donc ça demande une discipline et surtout d'obéir aux ordres. Et oui, et puisqu'on parle d'obéir aux ordres, je vais vous faire une petite anecdote. Sachez également que tout ça est basé sur la peur. La discipline, c'est bien, mais c'est vrai que les légionnaires ont la pépette et la pétoche. Alors pourquoi? Parce que la discipline, c'est comme à l'école. Hein. Téléphone? Débranchez vos téléphones, mince. C'est comme à l'école, s'il n'y a pas de sanction derrière ou s'il n'y a pas la peur de la sanction, souvent, on dépasse les bornes. Et c'est vrai que parfois, dans la Légion, certains, notamment les plus jeunes, avaient tendance à fuir. Il y a eu des désertions de masse. Et pour éviter ça, Rome avait tendance à frapper fort, très dur également. Pour les mutineries et les désertions de masse, sachez que on ne cherchait pas. 1 coupable sur 10 était exécuté. Alors vous allez me dire comment on le choisissait? On ne choisissait pas forcément le meneur, hein. On faisait un tirage au sort. Et oui, on tirait
celui qui tirait son nom, était exécuté par les 9 autres. Vous imaginez que cette discipline de fer qu'on imposait aux légionnaires, et bien là il y avait également la peur, on restait dans les rangs et on évitait de fuir. Si on avait peur face à l'ennemi, ce n'était rien par rapport à ce qui vous attendait, vous risquiez d'être exécuté par l'un de vos camarades. Et en plus, et en plus, ceci vous surveillez, parce qu'évidemment, avec le tirage au sort, ça pouvait tomber sur n'importe qui. Donc si quelqu'un avait tendance à fuir, on avait tendance à le rattraper un petit peu par le col de sa cuirasse pour le ramener dans les rangs et lui dire « Oh, tu restes avec nous, sinon c'est ses camarades qui risquaient d'en payer le prix ». Donc vous imaginez que cette épée de Damoclès, et là le mot est vraiment bien tombe vraiment très bien, cette épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête du légionnaire, l'empêche finalement de déserter et de risquer la vie de ses camarades et de risquer sa propre vie. C'est un peu le sort et le destin de ces légionnaires romains. Et sachez qu'il y a un mot français aujourd'hui qui indique cette petite anecdote, c'est le mot décimer. Décimer une armée, la décimation, c'est ça, il y a 10 dedans, hein. C'est-à-dire qu'1 sur 10. Chaque légion avait son étendard, son emblème, hein, son aigle et son numéro. D'accord? Il était porté, les porteurs d'enseignes, on les reconnaissait assez aisément, hein, ils avaient souvent une peau de lion ou une peau de léopard sur la tête, ils étaient en tête, hein, de la cohorte ou de la légion. Ces emblèmes sont très importants, d'accord? Ils sont presque même plus importants que les hommes, on ne doit absolument pas la perdre, et les ennemis ne doivent absolument pas la prendre, sinon c'est un déshonneur total. Il y a d'ailleurs un très bon film, que je vous conseille, pourquoi pas, en ces périodes où certains vont rester encore en confinement, pourquoi pas le revoir, c'est l'Aigle de la 9e Légion. Allez, petite bande-annonce. Notre nouveau commandant, Marcus Aquila. 4e cohorte de Gaulle, 2e Légion. C'est votre premier commandement? En effet. Prêt? À mon commandement! Vous savez qui était son père? L'homme qui a perdu l'aigle de la 9e Légion. Sans compter ses 5000 hommes. Ce garçon est un mauvais présage. On raconte que l'aigle a été vu plus au nord. Aucun Romain ne peut survivre de l'autre côté du mur. Un homme seul peut se cacher, pas une armée. C'est trop risqué. J'emmènerai Esca. C'est un esclave. Il fait ce qu'il fait parce qu'il y est forcé. Je hais tout ce que vous représentez. Il te tranchera la gorge à la minute où vous serez seul. Ouvrez les portes, soldats. Vous êtes prêts? Comment un bout de métal peut être si important à vos yeux? L'aigle n'est pas un bout de métal. L'aigle, c'est Rome. Ça suffit! Qui détient l'aigle? Il le sait. Il est l'un d'entre eux. Ta tribu a massacré les hommes de mon père comme des chiens! Votre père était venu pour les tuer! Tu es toujours mon esclave! Esca! Que se passe-t-il? Nous devons agir maintenant. Ils arrivent. En tout cas, ça donne envie. Moi, je l'ai déjà vu, c'est un très bon film de guerre, et puis en plus, on en apprend un petit peu plus, hein, sur ce fils qui part en territoire Scott. Les Scots, je vous le rappelle, c'est au-delà du mur d'Adrien. Nous sommes en Angleterre, au Royaume-Uni. Et les Scots, c'est l'un des derniers peuples barbares, c'est les Écossais d'aujourd'hui, hein, qui sont complètement inflexibles et que les armées romaines n'arrivent pas à vaincre. La seule armée qu'on lui a envoyée, c'est la 9e Légion, elle n'est jamais revenue. Alors c'est vrai que ce film est plutôt, allez, pour ceux qui aiment un petit peu les films de baston et les films un peu historiques, l'Aigle de la 9e Légion, pourquoi pas. Bon, ski, voilà, je me mets à mon aise, hein. La vidéo commence à durer, vous savez, hein. Et à mon âge, il faut faire gaffe à son dos. Bon, ce qui caractérise le plus finalement la discipline et l'organisation des Romains,
c'est la construction de leur fameux camp. Voici ces camps, à quoi ça ressemble. C'est des camps qu'ils construisent très rapidement pour pouvoir, en terrain ennemi, quand ils ont marché à la fin de la journée, pour pouvoir se protéger à l'intérieur. Ça ressemble quasiment à des petites villes, hein. Et vous allez voir dans la vidéo, essayez de trouver en combien de temps ils arrivent à construire un truc pareil. C'est super étonnant. Quand les soldats romains arrivent pour monter le camp, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils creusent un fossé. Avec la terre du fossé, donc ils font un talus en surplomb. Donc on a 1 mètre de fossé, 1 mètre de talus. Ça fait 2 mètres à gravir pour les ennemis qui voudraient attaquer le camp. Deuxième chose à faire, c'est de planter ces piquets régulièrement et de les lier entre eux par de la ficelle, par de la corde, de manière à les rendre bien solidaires. Et troisième chose que l'on fait, c'est de découper des mottes de gazon avec un outil spécial, avec une espèce de pelle tranchante, et ces mottes de gazon, de les répartir sur le dessus du talus, de manière à ce que lorsque l'ennemi attaque, non seulement il a un fossé à franchir, il a en plus un talus de 1 mètre supplémentaire, il dérape sur les mottes de gazon qui tiennent mal, et il finit par s'empaler sur les piquets. Une fois le fossé construit, on s'occupe maintenant de l'hébergement. Alors il faut l'attendre sur le sol comme un papillon. Nous montons ce qu'on appelle une papilio, parce que vous voyez, elle a la forme d'un papillon au sol. C'est une tente réglementaire qui est faite pour 8 hommes. Cette tente qui semble si moderne est en fait une reconstitution exacte des tentes réglementaires des soldats romains. Elle est en toile de lin, renforcée de cuir. Le centurion, lui, il a sa grande tente tout seul. Et le gradé, c'est lui, René Cuben. Cet ancien universitaire est aujourd'hui professeur dans un lycée d'Albi. Dans le groupe, il endosse le rôle d'optio, c'est-à-dire de sous-officier. L'optio, c'est celui qui est choisi par le centurion. Dans optio, vous reconnaissez le mot option, et qui aspire à devenir centurion. Donc, dans un paquet de 80 hommes que nous appelons une centurie, je suis l'officier en second, et je l'espère un jour officier en premier. En attendant, il faut finir le camp avant la nuit. Comme toujours, le camp est mis en place sur un terrain dégagé. Au centre, on a installé le quartier général. De là, on a tracé 2 rues à angle droit. On creuse maintenant le fossé délimitant le camp. Il fait 500 mètres sur 300. Avec le remblai, on a créé une butte sur laquelle on plante la palissade en bois percée de 4 portes. Puis on dresse les tentes le long des rues et des allées secondaires. Un travail impressionnant qu'une légion de 5000 hommes accomplit pourtant en un temps record, 2 heures à peine. Alors vous avez vu, certains en classe, j'avais posé la question l'année dernière, disaient 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Mais non, 2 heures. Incroyable. Il faut dire que quand je vous parlais de la discipline et de l'organisation, c'est ici qu'elle apparaît le mieux. C'est-à-dire que chacun sait ce qu'il a à faire. Certains vont creuser le fossé, d'autres vont monter les tentes, les fameuses papillios, parce qu'elles ressemblent à des papillons. 8 hommes à l'intérieur, c'est l'unité de base de l'armée romaine, je vous le rappelle. Ces tentes d'ailleurs sont d'une modernité assez incroyable. Des autres sont en train de garder autour, certains sont en train de tailler les pieux et de faire les fossés, etc. Chacun sait ce qu'il a à faire et en moins de 2 heures, le camp est monté. Et s'il faut, le lendemain, après encore une journée de marche, recommencer quelques kilomètres plus loin, on recommence la construction de ces camps. Certains vont être des camps, finalement, vont devenir définitifs, et certaines villes, actuellement en Europe, ont carrément gardé le plan de leur camp romain, puisque le camp romain est à l'origine de certaines villes européennes. Et même à l'intérieur de Rome et des villes romaines, vous remarquerez que les cités sont organisées comme les camps romains, avec 2 axes qui se croisent, d'accord, le Decumanus et le Cardo. En ville, ce sont les 2 grandes artères. À leur centre, si vous regardez bien, il y a quoi dans le centre du camp romain? Un autel pour les dieux, etc., et pour les dévotions et pour les sacrifices. Au centre de la ville romaine, on retrouve ces lieux de dévotion et de sacrifice, c'est vrai, mais on retrouve surtout le forum romain. On en a parlé dans la vidéo précédente. Le centre politique, économique, judiciaire et de la cité, et religieux aussi. Eh oui, forcément. Donc en gros, un camp romain, c'est une petite cité romaine en miniature, où dedans, chaque quartier est très bien organisé. Il y a le quartier des officiers, le quartier des soldats, le quartier évidemment là où on mange, etc. C'est une organisation millimétrée, militaire quoi. Et beaucoup d'armées vont prendre exemple sur l'armée romaine, parce que les secrets de leur victoire, c'est les armes, c'est vrai, mais surtout toute l'organisation qu'il y a derrière, tout le ravitaillement, la nourriture des hommes, tout l'entretien du matériel, etc., etc. Et la discipline est obligatoire. Vous avez vu, avec les déserteurs, 1 sur 10. Et puis s'il y en a un qui perd un clou de sa sandale, c'est également des jours de prison, etc. On ne rigole pas avec la discipline, c'est une discipline de fer. Et c'est ce qui permet à Rome d'être invincible sur tous les champs de bataille.
Bon, voilà, notre cours d'aujourd'hui s'achève. Hein, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ces légions romaines. Une histoire assez fascinante. C'est vrai que je vous avoue avoir eu un gros coup de cœur pour l'Empire romain et pour ses petits secrets. C'est pas fini, hein, la semaine prochaine on se retrouvera, vous allez passer un bon week-end d'abord, et on se retrouvera mardi pour de nouvelles aventures, et mardi on parlera de la mise en action de ces légions romaines. On va voir à travers des batailles, à travers des guerres, comment la légion romaine est devenue invincible, et je vais prendre deux exemples. On va d'abord étudier Carthage, Hannibal, etc. et ses éléphants, et on étudiera ensuite la bataille des Gaules, Alésia, Vercingétorix, Jules César, évidemment. Mais on va commencer d'abord, et c'est ce que je vais vous demander de faire pour la prochaine fois, par regarder une vidéo. On va commencer par Carthage. Alors dans notre cours, on va mettre un petit peu ça en place. Rappelez-vous, on a émis donc à la conquête d'un immense empire. D'accord. Petit 1, l'armée, instrument de la conquête. Ça c'est fait, on vient de le terminer. Je vous mets d'ailleurs la trace écrite, hop, dans le contenu de séance d'aujourd'hui. D'accord. Vous avez également le petit légionnaire complet si vous n'avez pas eu le temps de le finir. Je vous mets également, hop, on va mettre également ensuite petit 2, le voici, d'accord, petit 2, Carthage doit être détruite. On va commencer par là, puisque dans l'Antiquité, sachez que autour du 4e siècle, avant Jésus-Christ, deux cités se partagent le pouvoir et la Méditerranée, deux cités super puissantes, Rome d'un côté, en Europe et en Italie, Carthage de l'autre, en Afrique, c'est la Tunisie actuelle. D'accord. Carthage semble beaucoup plus forte, mais évidemment que leur domination et que leur puissance vont finir à un moment donné par se confronter et à se retrouver face à face. Si Rome veut continuer son expansion, elle doit d'abord détruire Carthage, et c'est l'objet de ce cours. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord regarder, parce qu'on n'aura pas le temps de regarder tout sur ma vidéo évidemment, je vous mets en lien dans École Directe la vidéo que vous devez regarder. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'ancien empire de Carthage régnait sur la Méditerranée. Mais une guerre sanglante, connue sous le nom de Première Guerre punique, forcera Carthage à capituler sous les coups de son ennemi, Rome. Tes mains dans le sang et répète. Je jure. Je jure. Qu'aussi longtemps que je vivrai. Qu'aussi longtemps que je vivrai. Je demeurerai un ennemi de Rome. Je demeurerai un ennemi de Rome. Loin d'être anéanti, Carthage entreprendra de se venger. En 218 avant Jésus-Christ, elle se lancera dans la deuxième guerre punique. Cette guerre scellera le destin d'un enfant qui deviendra l'un des plus grands guerriers de tous les temps, Hannibal. J'étais né pour exercer la vengeance de mon peuple et réaliser l'impossible. Mon nom resterait à jamais gravé dans l'histoire comme celui du pire ennemi de Rome. Voici l'histoire d'un général qui conduisit son armée jusqu'à l'extrême limite de l'endurance humaine. Un brillant stratège qui mena Rome la toute-puissante au bord de la destruction. Et plus que tout, ce film montre à quel point la décision d'un homme peut faire basculer le cours de l'histoire. Une décision qui hantera Hannibal jusqu'à sa mort. Une décision qui marquera le début de 600 ans de domination romaine sur l'Occident. D'accord? Cette vidéo est super intéressante, regardez avec attention. Et je vous mets également dans Travail à faire les questions qui s'y rapportent. Vous aurez déjà donc, quand on se retrouve mardi prochain, travaillé là-dessus et on pourra mieux évoquer et mieux travailler sur Carthage. D'accord? La ville qui a failli détruire Rome. Et oui, voilà.
C'est bon? Écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Portez-vous bien. Il y a bientôt un long week-end qui s'annonce. On se retrouvera mardi, mais après, il y aura 4 jours. Ça va faire du bien. Et on se retrouvera, j'espère, en classe très prochainement. Peut-être pas avec toute la classe, de 6e 2 en tout cas, ou des autres 6e, mais avec une partie des élèves. Je vais bientôt, je crois, mardi, il y a une première rentrée, et puis la semaine prochaine, sans doute, ça va continuer. Et si tout marche, et si il n'y a pas de contagion qui revient en grand nombre, eh ben, nous aurons la chance petit à petit de nous voir en temps réel. Je maintiendrai mes vidéos, évidemment, pour ceux qui restent à la maison. Mais c'est vrai que bientôt, la délivrance, bientôt le retour en classe, avec un peu d'appréhension, c'est vrai, mais il ne faut pas avoir peur. Il y aura les distances, tout est organisé. Madame Roche est en train d'organiser tout ça tranquillement dans le collège. Pour se laver les mains, il y aura des masques, il y aura tout ce qu'on veut. Il y aura très peu de chances finalement de se contaminer. Et puis ceux qui sont malades, restent à la maison. D'accord? Eh oui! Allez, bon week-end, bye bye. Faites sérieusement votre travail. On se retrouve pour de nouvelles aventures mardi prochain. Ciao, ciao. Comme d'habitude, un petit clin d'œil sur mes voyages juste à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas, portez-vous bien. On se retrouve bientôt. Ciao. Au vu des images, j'espère que vous comprenez pourquoi Taprom est notre temple préféré. On retourne en enfance, de Mowgli en passant par les deux frères Tarzan, Indiana Jones, Lara Croft. On est comme des gamins à jouer dans le temple, c'est assez extraordinaire. Taprom.